Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Méliès de Montreuil. Très heureux de vous voir ce soir réunis pour la quatrième. Plus fort, pardon, contre Mélène. Voilà. Je disais que j'étais très heureux de vous voir, très heureux de vous accueillir pour cette deuxième journée du Festival du film de Montreuil, cette quatrième séance, et encore plus heureux d'accueillir ce soir la réalisatrice Florence Miaille, que vous pouvez présenter avec moi. Bonsoir. Bienvenue au Méliès. Enfin, j'ai découvert votre film au Festival d'Annecy et on l'a rapporté dans nos bagages jusqu'à ce festival et on est très heureux de pouvoir le présenter ce soir. J'avais pas toute son histoire en tête et puis j'ai découvert progressivement à quel point ce film, dans sa narration et même dans sa construction, était une épopée, une aventure. Donc c'est très émouvant de vous recevoir. Et puis aussi quand on connaît votre carrière de réalisatrice de court-métrage d'animation, saluée au César, au Festival du film d'Annecy déjà. Voilà, donc bienvenue au Méliès. Peut-être que vous voulez dire un mot à cette salle qui d'ailleurs compte quelques membres de l'équipe, je crois. Oui, il y a quelques personnes qui ont fait partie de l'épopée. On a dit que c'était après, on les présentera après, mais je suis contente de leur montrer le film qu'ils n'avaient pas vu. Le film s'est terminé. Oui, c'est une longue épopée. On a eu du mal à trouver les financements. La réalisation d'un film de long métrage, c'est de toute façon très long, donc c'était presque 4 ans. Beaucoup plus de temps encore pour trouver les financements. Et puis, au moment où il aurait dû sortir, et voilà, le monde entier s'est arrêté. Donc, je pense que oui, pour certains de l'équipe, ça sera la première fois qu'ils vont le voir vraiment dans une salle, et puis avec complètement fini, en dehors des projections de travail qu'on avait pu faire à ce moment-là. Beaucoup de gens qui ont fait les décors en particulier. Super, bienvenue à toutes et tous. Je vous donne rendez-vous à l'issue de la séance. On aura un temps d'échange entre nous pour voilà, parler de cette belle œuvre. Merci encore. Bonne projection. Bonne projection. Merci. Peut-être, comme on avait dit en introduction, on appelle avec nous certains membres de l'équipe du film. On salue leur présence. Non, ils peuvent venir. Alors, je vous laisse les nommer parce que moi je ne les connais pas. Marine, Charles, vous voulez venir? Si vous voulez descendre sur scène, il y a des micros pour vous, pour partager l'expérience. Allez. Camille, Anne-Sophie. Alors, en attendant qu'ils descendent, une première question peut-être pour vous. J'en aurais assez peu parce que on a... Raphaël. Ah bah... alors attendez, je vais passer les micros. Bravo peut-être... Du coup, je change complètement de première question, mais est-ce que vous pouvez un peu nous détailler, nous présenter votre équipe? Alors ici, il y a surtout les gens qui ont participé au décor. Donc, dans l'ordre là, Anne-Sophie, Raphaël, Marine, Charlie. Charles, il ne faisait pas les décors, il a fait les premières images des... Il a dessiné les personnages pour les... Il a dessiné les personnages pour les premières images de chaque plan, enfin, avec Marie-Juin qui n'est pas venue finalement, et puis Camille qui a été assistante réalisatrice. Bravo à toutes et tous. Voilà.
Avant de passer dans la salle, une question qui vous concerne principalement Florence, mais qui implique aussi le reste de l'équipe. Dans ce film, il y a à la fois le conte au singulier et puis les contes au pluriel. Le conte dans la façon de raconter cette histoire, de la situer, plutôt ne pas la situer dans l'espace et dans le temps, et les contes au pluriel par un imaginaire et des références plus ou moins situées dans l'espace ou dans notre, je sais pas, des folklores qu'on peut connaître, desquels vous vous êtes inspiré. Est-ce que vous pouvez nous raconter du coup ce positionnement narratif et aussi cet univers visuel et historique? Oui, c'est une question complète. Hein. Parce que je pense que je vais en poser qu'une et en fait je vais passer la parole à la... Ça raconte tout, quoi. Faut que je raconte tout. Non, oui, en fait, l'histoire du film, ça a commencé en 2005. Et il se trouve que en 1905, les arrière-grands-parents, comme c'est dit à la fin du film, quittaient Odessa, chassés plus ou moins par les pogroms contre les Juifs à l'époque. Et que du coup, en 2005, il y avait déjà des migrations importantes, en particulier d'Afrique subsaharienne. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai eu envie de mettre en relation ces migrations du début du XXe siècle avec les migrations du début du XXIe siècle. Au départ, je voulais faire plutôt un roman, plutôt un film historique, justement sur ces années-là, qui regroupait aussi non seulement les Juifs, mais les Arméniens, les Grecs. C'était vraiment des migrations extrêmement importantes. Et puis, petit à petit, simplement pour les mettre en relation, mais voilà, mais assez vite, en fait, avec Marie Desplechin, avec qui on a écrit le scénario, on a plutôt orienté le scénario vers quelque chose de plus intemporel et sans géographie précise, dans un espèce de monde imaginaire qui était celui du conte. Et qui rendait, qui nous permettait de prendre des éléments dans l'histoire en général pour effectivement raconter cette histoire. Et comme on a votre équipe avec vous, du coup, partant de ces histoires et qui vous ont inspiré pour construire la vôtre, est-ce qu'il y a des références que vous leur avez données, visuelles, des consignes de travail? Comment vous avez communiqué avec eux? Comment vous avez transmis cette histoire? Le scénario existait de toute façon déjà. Il y avait un scénario, il y avait un storyboard assez détaillé, un animatique, une espèce de nom du film. Puis après, je ne sais pas qui c'est qui veut raconter. Est-ce que je leur ai transmis de... Charles. Ça marche. Ça fait longtemps maintenant, du coup. T'as oublié. Non, mais j'arrive pas à me souvenir exactement, mais je me souviens que... ouais, en tout cas, je me souviens d'avoir découvert les dessins de ta mère assez tôt dans le projet, tu nous les avais montrés. Et après, moi j'avais... Du coup, j'étais les personnages, donc j'avais plein de références, justement les dessins de ta mère, quand ça arrivait à créer les personnages du papa, de la mère, des enfants et tout. Des références qui avaient inspiré. Mais après, c'est loin, je me souviens plus très bien. Je peux dire, non, oui, vas-y. Non, vas-y. Pour les décors, Florence, pour chaque séquence, en fait, comme vous avez pu voir, il y a toutes les séquences qui sont colorées différemment. Elle nous avait fait des pochades. Des pochades, voilà, qui nous permettaient d'avoir une base de travail. Des petits croquis. Voilà, des petits croquis, et on se basait là-dessus, et elle avait fait, avec Margot aussi, elle avait fait ça sur tout le film, en fait. Et donc on avait déjà, nous, des références qui étaient très très poussées, en fait, pour après travailler sur les décors. Et de là, deux questions. D'abord sur les personnages, du coup, vous dites que vous avez eu accès à des carnets, qui sont des carnets familiaux, et dans la mise en abîme qu'il y a à l'intérieur du film, avec ce carnet qui sert de fil conducteur, on sent bien que c'est très relié à votre histoire personnelle, et que du coup c'est même le trait, enfin
les dessins, les tableaux qui sont dans ce film sont des tableaux qui font partie de votre famille. Donc ça, c'est une première question. Et la deuxième question, c'est peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la technique si particulière à l'œuvre dans La Traversée, puisque c'est une technique d'animation qui est assez peu courante? Alors, pour la première question, effectivement, je me suis beaucoup servi des tableaux de... Enfin non, c'est pas autobiographique vraiment, enfin en tout cas, c'est des histoires de famille qu'on a été prendre comme ça pour raconter. Mais c'est aussi, je pense, l'histoire d'une transmission entre les dessins de ma mère et puis mon travail à moi. Et c'est un hommage à ma mère, et effectivement, on a utilisé on a reconstitué un carnet de dessins, enfin le carnet de dessins de Fiona, on l'a reconstitué avec des dessins que ma mère faisait quand elle avait entre 14 et 18 ans, 20 ans, au moment de la guerre de 39-40, effectivement, et où elle avait dessiné ses amis, ses parents, sa famille, mais aussi des paysages, des gens du cirque qu'elle avait rencontrés sur la route, elle aussi. Et en fait, il y a eu une espèce d'aller-retour, parce qu'effectivement, on avait donné à Charles, on avait montré à Charles des dessins du carnet, et ensuite, il les reprenait, et puis ensuite, on faisait en sorte que les dessins du carnet ressemblent, enfin, les vrais dessins de ma mère ressemblent un peu plus aux personnages du film, en rajoutant des détails, en rajoutant les tatouages, par exemple, pour Iskander, pour la Baba Yaga. Voilà, donc on s'est servi de tout ça. Ça, c'était la première question. Et les toiles qu'on voit au début, c'est aussi les toiles et des dessins de ma mère qu'on a réutilisés. Et c'est drôle, parce qu'après, je me disais qu'effectivement, ces dessins qu'on aperçoit dans le carnet, c'est presque une partie documentaire du film, parce que c'est des dessins qui ont été faits vraiment à une époque où ma mère et son jeune frère étaient sur les routes et qui rejoignaient la zone libre en partant de Paris dans les années 40. Et puis la deuxième question sur la technique, effectivement, c'est une technique d'animation qui est... Alors, c'est pas simplement que ce soit de la peinture, ce qui est particulier dans la technique, c'est que c'est de la peinture qui est animée directement sous la caméra, c'est-à-dire que les dessins ne sont pas faits à l'avance et ensuite on les filme, pour les dessins qui vont faire le mouvement, ils sont faits sur une plaque de verre au-dessus sur plusieurs plaques de verre au-dessus d'un décor, et on transforme le dessin, et au fur et à mesure des transformations du dessin, on prend des images, et c'est ça qui crée le mouvement. Donc c'est une technique qui est un petit peu qui est risquée, qui est un peu sans filet, parce que si on rate le plan, il faut recommencer, quoi. Ou alors on peut corriger certaines choses avec des moyens informatiques, mais en gros, oui, c'est... Voilà. Mais ça donne aussi peut-être une fragilité comme ça à l'image, et puis cette matière qui est celle de la peinture animée. Oui, je trouve le film d'autant plus vivant, visuellement vivant, c'est ça, et puis il y a des transitions absolument sublimes tout au long du film entre les différents univers. Est-ce que les équipes qui sont là, peut-être comment vous êtes intervenu dans ce processus-là? Est-ce que vous êtes la seule à toucher au pinceau quand vous travaillez sur cette plaque de verre? Est-ce que moi, contrairement au film que je faisais seule, là, j'ai quasiment pas touché au pinceau, aussi bien sur les décors que sur l'animation. J'étais derrière tout le temps, je crois, mais ouais. N'hésitez pas, hein, si vous voulez, je suis désolé. Non, mais en fait, c'est que nous, on est plutôt l'équipe avant que l'animation soit faite. Ouais. Du coup, sur l'animation, mais c'est pareil, sur les décors non plus, j'ai pas beaucoup. Alors en fait, si, Charles, il a fait, pour essayer de garder l'unité de l'ensemble du film, effectivement, alors déjà, les décors ont été faits à l'avance, et on a fait pas mal de projections sans les personnages, sans rien, mais on a eu la chance de pouvoir projeter dans le cinéma de l'Utopia à Tournefeuille, à côté de Toulouse, de façon à pouvoir voir l'ensemble du film avant même que ce soit animé, pour voir si l'ensemble des décors était cohérent
Qui soit habité par les voilà, personnages. avec, il y avait les voix témoins, c'est-à-dire les voix qu'on fait pour rythmer un peu le film, qu'on mettait sur les décors, et déjà, c'est vrai que c'était, ça donnait l'unité du film, et puis le rythme de l'ensemble, et le rythme coloré aussi. Merci. C'était pas spécialement. Je voulais pas qu'on reste uniquement sur cette question technique, mais ça me paraissait tellement une prouesse voilà, visuelle. Et parallèlement, La Traversée, c'est aussi, ça nous a semblé être un grand film politique par ailleurs, qui a recoupé pas mal de thèmes qui habitent les films qu'on projette ici. Quand vous parlez de ce carnet qui est une espèce de mémoire visuelle et en plus un objet qui tout au long du film ne doit pas être perdu. C'est très beau. Alors peut-être un mot sur cette documentation qui vous a permis de construire une histoire qui semble tellement vraie, en termes de vécu des personnages, d'endroits dans lesquels ils se retrouvent, cette prison à la fin qui est en plus un nouvel élan du récit. Un mot là-dessus, puis ensuite je vais passer la parole à la salle. Alors oui, elle est vraie, enfin elle est vraie. On s'est inspiré de plein de choses, de ce qu'on voyait, de l'actualité, d'histoires anciennes. Je me suis beaucoup inspirée des photos aussi, puis de mon mari, Patrick Zachman, qui est photographe à l'agence Magnum, qui avait fait deux reportages photos sur les migrations. Le premier vers les années 2007-2008, justement au début, en même temps que je travaillais moi que je commençais à travailler sur le projet. Et il avait fait un reportage à Malte et à Lampedusa. Donc, oui. Bien avant encore, mais ça c'est des histoires qui sont peut-être moins connues, il avait fait un reportage aussi sur des camps de rétention, on s'est beaucoup inspiré de ça pour faire le camp de Chabangar à la fin, et c'était Kowloon City, les réfugiés chinois à Hong Kong qui vivaient dans une espèce de cité qui depuis a été démolie, et il y avait aussi des camps avec des miradors et des choses comme ça, mais ceux qui n'étaient pas en camp, ils étaient dans une espèce de cité incroyable, et je me suis beaucoup inspirée de ça pour les dessins de la fin. Et voilà. Et puis Marie, elle avait aussi recueilli pas mal de récits, Marie Desplechin, pas mal de récits de migrants au cours de son travail d'écriture. Donc voilà, c'est un peu tous ces mélanges, et puis et la peinture, et en même temps, voilà, la peinture donne le côté conte et donne le côté numérique de l'histoire. Je m'adresse à vous maintenant et passe parmi vous si vous avez évidemment des questions pour Florence, pour toute son équipe. N'hésitez pas. Non, ou si l'équipe a des questions. Si l'équipe a des questions, parce que c'est la première fois ce soir que... Oui, en fait, pour certains, c'est la première fois. Si vous voulez donner votre ressenti, moi je veux bien qu'on évoque les personnages par ailleurs. Je sais que du coup c'est moins le domaine de l'équipe décor, mais il y a, dans La Traversée, il y a un récit initiatique et en même temps une forme de questionnement de la gémellité entre ce frère et cette sœur, et qui est toujours très fin. Et alors c'est peut-être encore un peu trop des questions d'écriture, mais comment vous avez travaillé l'évolution, la trajectoire de chacun des personnages, notamment sur cet équilibre très fin entre les questions de bien et de mal, et on a des personnages qui sont d'une grande ambivalence, et je trouve que c'est très rare dans le cinéma. Et parallèlement à ça, dans leur évolution, ils grandissent, et on a des scènes en fait, qu'on voit rarement, avec de très belles métaphores. Et en l'occurrence, une des scènes qui m'a le plus marqué, c'est la scène où elle prend un bain, et elle ressort, s'écorche la jambe, et on comprend tout à fait qu'elle a grandi d'un seul coup. Donc voilà, cette question à la fois du refus du manichéisme et en même temps du passage d'un âge à un autre. Là, je crois que ça a été beaucoup. Je pense qu'on a fait ça avec Marie, avec les deux écritures. À la fois l'écriture visuelle et puis l'écriture des dialogues et l'évolution des personnages. Je crois que ça a été un ping-pong un peu entre nous deux. Par exemple, c'est vrai qu'il y en a qui sort de l'eau, transformée, métamorphosée en jeune fille. C'est quelque chose qui est venu très vite et que j'avais vraiment... ça faisait partie des scènes et des plans que je voyais avant même d'avoir fait, presque même avant d'avoir commencé le film.
Donc il y avait ça, donc ça venait plutôt de mon côté. Puis après, l'évolution des personnages, ça s'est précisé au fur et à mesure du scénario. Au départ, il y a eu un moment en fait où le scénario a beaucoup gagné, parce c'est pas qu'on a mis beaucoup de temps à le faire, mais comme le temps de trouver les financements s'est beaucoup étiré, on a eu le temps d'avoir du recul sur ce qu'on faisait. Il y a un moment où ça a beaucoup gagné, c'est quand, à un moment, c'était Adriel qui était malade dans le camp, mais en fait, ça lui gardait son côté un peu enfantin, puisque c'était lui aussi, c'était elle qui prenait en charge de le faire soigner par, enfin voilà. Et il y a un moment où on s'est dit non, il faut que ce soit Fiona qui soit malade, et c'est vrai qu'à ce moment-là, les choses se sont mises en place, justement dans l'évolution des personnages, dans l'évolution d'Adriel, qui de plus en plus prenait aussi sa place et grandissait lui aussi. Et puis, Fiona qui grandissait, c'était aussi un peu comme les contes des jeunes filles qui restent un an chez une grand-mère au fond d'un puits, et puis quand elles ressortent, elles sont devenues japonaises. On s'est beaucoup inspiré de contes, effectivement. Je me retourne vers vous, n'hésitez pas à lever la main si vous êtes curieux. Oui. Du coup, moi je me demandais, comme vous êtes tous là, comment vous en êtes venus à travailler pour Florence dans cette traversée. Hein? Je sais pas. Je me lance. Alors, pour ma part, moi je suis arrivée, je me suis un peu invitée, on va dire, parce que j'avais une très bonne amie, Anne-Sophie, qui bossait, qui avait été prise pour les tests pour bosser avec Florence. Florence, en fait, c'était une prof aux Arts Déco quand on était étudiants, sauf que moi je n'étais pas du tout. Voilà, moi je suis arrivée, je ne viens pas du tout d'animation. Par contre, les autres viennent tous à peu près d'animation. Ils ont fait une école pour certains qui s'appelle La Poudrière, ou de l'animation aux Arts Déco, ou Mélodin, et d'autres écoles d'animation. Voilà. Et en gros, Florence, elle a organisé des tests, et il y a plein de gens qui y sont passés, enfin, je ne sais pas combien, mais après on a fait une sélection suite à ces tests, et on a été beaucoup de filles sélectionnées à l'issue de ce test. Ouais, je dirais que oui. Effectivement, en fait, pour trouver des animateurs et des décorateurs qui puissent entrer dans mon univers et dans mon travail, enfin dans la façon dont je travaillais, on a fait un casting aussi bien pour les décors que pour l'animation, de façon à déjà avoir des sensibilités dont on avait l'impression qu'elles pourraient se rapprocher de la mienne, quoi. Et oui, étant enseignante aux Arts Déco, c'est vrai qu'il y a eu, mais pas que, mais il y a eu des élèves qui venaient des Arts Déco, de la Poudrière, enfin beaucoup de, enfin qui étaient plus élèves, mais beaucoup de gens que j'avais pu croiser aussi en étant enseignante à l'académie, par exemple. Je venais faire d'abord un stage d'assistante de réalisation, puis après on l'a embauché. C'est ça, non? Voilà. Et ça a été la même chose. Alors les animatrices un peu différemment, parce que les animatrices, il y a une partie, enfin presque tous les décors se sont faits à Toulouse, mais par contre il y a une partie de l'animation qui s'est faite en République tchèque et en Allemagne. Donc là c'était un peu différent, c'était des gens qui m'ont été recommandés par les producteurs tchèques et allemands, mais ce n'étaient pas des gens que je connaissais directement, quoi. Pardon, on évoquait tout à l'heure les transitions, ces passages d'une scène à une autre, d'un point à un autre. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont déjà indiquées aux décorateurs, la manière dont on va passer d'un décor à un autre, l'emplacement des éléments qui doivent un peu se transformer en autre décor? Non, oui. Non, c'était pas... Oh, c'est fort tout d'un coup. Non, c'était pas indiqué aux décorateurs, c'était indiqué aux animateurs. C'était les animateurs qui se chargeaient de faire ces transitions. Plus, sauf peut-être le cirque.
Il y a un moment où il y a Madame, la femme du cirque, qui est devant le chapiteau, et puis les personnages qui rentrent, et tout le chapiteau se transforme. Et à ce moment-là, effectivement, on l'avait intégré au décor. Et la plupart du temps, c'était les animateurs qui se chargeaient des transitions. Mais qui étaient... c'est vrai que pour faire un film d'animation, on pense presque tout à l'avance. Mais je voulais pas non plus, enfin l'animatique il n'était pas non plus trop précis pour que les animateurs puissent malgré tout à l'intérieur d'un plan pouvoir avoir un petit espace de liberté pour pas être dans un travail trop, comment dire, enfin on aurait trop senti le travail et enfin trop laborieux quoi. Voilà. Bon, c'est laborieux, hein, c'est pas la question, mais voilà, fallait pas que ça se sente comme un numéro de cirque un petit peu. Et dans la transmission des éléments visuels que vous avez pu leur donner, il y avait peut-être des photos dont on a parlé, et j'ai pensé à Chagall en regardant le film, mais est-ce qu'il y avait aussi des œuvres peintes? Oui, je ne sais plus ce qu'on avait donné comme une référence, il y avait beaucoup de la période fauve, de Rhin, Vuillard, de Rhin, Matisse, mais aussi, je ne sais plus qu'est-ce qu'on avait donné, ma mère, bien sûr. On avait montré pas mal de toiles et de dessins de ma mère, mais pas simplement les petits carnets de croquis, mais aussi le travail qu'elle a fait par la suite. Gauguin, je ne sais pas si on a... Oui, sans doute aussi. Voilà. Oui, on avait des références picturales, surtout au moment des décors, pas tellement au moment de l'animation. C'était vraiment au moment des décors qu'on a. Et puis on a fait, comme on expliquait, on a fait beaucoup de croquis avec une chef anime et puis un autre décorateur. On a fait beaucoup de croquis pour baliser un peu tout l'ensemble du film, pour qu'ils aient des références. Et ce que j'avais fait aussi, c'était un grand ruban qu'on avait mis tout le long de la salle dans laquelle on faisait des décors, où était posé un peu l'ensemble des couleurs du film, pour avoir aussi les passages de... Et comme on le disait, il y avait aussi des... On avait fait une palette par chapitre. Et on donnait aux décorateurs, on essayait de donner aux décorateurs les décors à faire dans lesquels ils étaient les plus à l'aise. Donc Marine, elle était plutôt sur les blancs et les noirs de la forêt. Et puis là, il y a Charlie et Raphaël qui étaient plutôt sur les rouges des ogres. Et Anne-Sophie qui se baladait dans les bleus et verts du début du film. Vous avez toute votre palette avec vous. Oui, chacune avait un peu sa palette. Et après, ça va. Ouais. Juste, il y avait aussi la contrainte intéressante de presque tout faire sous le grand titre. Ouais, pardon. Et donc d'utiliser aussi le moins possible l'ordinateur. Donc, par exemple, les décors étaient séparés en plusieurs couches. Donc, par exemple, un arbre, on devait le séparer et faire le décor qui était derrière sur un autre papier pour pouvoir faire l'animation entre les deux. Je ne sais pas si je m'explique, mais en gros, souvent on fait ça sur l'ordinateur et là on avait cette contrainte que tout devait être un peu sur place, quoi, en multiplan. Et c'était une contrainte intéressante et qui se ressent aussi à la fin et qui donne un plus au film. Oui, c'était pas toujours facile aussi de penser ça en partie. En fait, dans l'animation plus traditionnelle, c'est rare que l'animateur il soit responsable des plans qu'il fait. Il n'y a pas un animateur qui est responsable des plans qu'il fait. Il y a quelqu'un qui va travailler sur l'animation principale, quelqu'un d'autre qui va travailler sur les poses clés, quelqu'un d'autre qui va travailler pour mettre la couleur, quelqu'un d'autre encore qui rajoutera le décor, et tout ça c'est assemblé après sur ordinateur. Alors que là, les animateurs, quand ils prenaient le plan en charge, ils étaient responsables du plan en entier, et ça se sent effectivement dans le film. Il n'y a pas d'une division enfin voilà, il y a des couches différentes de travail prises en main par la même personne, et pas des couches de travail divisées par des personnes différentes. Voilà, c'est une autre répartition des couches.
si on peut dire ça comme ça. Oui, bonjour et merci. Je vois beaucoup de traversées à travers toute la matière des précédents courts-métrages également de Florence dans ce film. Et j'avais une question par rapport à la musique du film. Il me semblait reconnaître aussi le musicien, ou en tout cas un musicien qui avait travaillé aussi dans des courts-métrages réalisés par Florence. Dans quelle mesure cette musique existait avant? Dans quelle mesure elle a pu rythmer ou insuffler aussi des choses justement pour le mouvement, pour la matière, pour toutes ces matières? C'était ma question. En fait, la musique, elle a... Non, il y a le musicien qui travaillait avec moi avant, il n'a pas pu travailler sur ce film-là. Le style ressemble un petit peu pour ça. Pas complètement. On a demandé à Marc Perron s'il voulait nous donner une musique. Il nous a donné une musique pour le cirque. Et je pense que c'est effectivement le cirque qui est le plus proche de ce que j'avais fait comme musique, enfin ce que les musiciens avaient fait comme musique précédemment sur mes films. Et par contre, le reste de la musique, ça a été fait par un musicien allemand à Leipzig. Et ça, c'est vraiment les accords de coproduction qui imposaient, parce que en fait, c'est très compliqué pour monter le financement d'un film. On l'a monté sur plusieurs pays, comme je disais, c'est grâce à ça qu'on a réussi à faire le film. Et du coup, on a des obligations par rapport au financement que nous donnent les pays. Et une des obligations des Allemands, c'était d'avoir un auteur dans l'équipe du film. Et comme en tant qu'auteur, il y a le réalisateur, les scénaristes et le musicien. Donc comme les autres étaient pris, c'est le musicien qui voilà, on devait avoir un musicien allemand. Après, on a beaucoup travaillé avec lui, enfin moi j'ai beaucoup travaillé avec lui dès le début, et la production a duré... En fait, il est intervenu dès qu'on a commencé le film sur l'animatique, sur ce brouillon justement. Et il a proposé plein de musiques en ayant au départ les images de l'animatique, et puis au fur et à mesure que le film se faisait, je lui donnais les séquences avec l'animation, et il retravaillait sa musique, et on a beaucoup retravaillé aussi la musique au montage pour essayer d'être vraiment... voilà. Et certains morceaux, donc il a fait des thèmes musicaux lui il se mettait comme ces idées-là en disant voilà, ça c'est le thème pour l'amitié, ça c'est le thème pour le voyage, ça c'est le thème pour... Et ensuite nous on a complètement, avec la monteuse, on a complètement retravaillé même les thèmes sur lesquels il avait mis les choses, on les a retravaillés, et il a fait cette petite musique de Lapi qui pour nous au départ était une musique qui accompagnait le voyage des enfants, et qui était un peu la musique qu'on peut emmener avec soi quand on part, quoi, la musique qu'on a dans la tête qui reste en fait. Je veux juste vous dire que je suis vraiment très émue. C'est un film magnifique et c'est rare quand j'ai des frissons partout à ce point-là. Merci. Moi j'aurais une question à propos du montage du film. Je voulais savoir un peu comment ça s'était déroulé, en fait, s'il y avait beaucoup de choses qui avaient changé par rapport à l'animatique ou pas, vu que il y a beaucoup de transitions qui finalement ont été décidées à l'avance. Les transitions, elles sont décidées, puis elles s'inventent aussi. Enfin, il y en a quelques-unes qui s'inventent aussi. Moins que ce que je peux faire sur mes court-métrage habituellement, je pense, parce que voilà, il fallait que j'en parle, il fallait qu'on m'en parle, mais le montage, en fait, on l'a fait il a été finalement assez long, parce qu'on a monté d'abord l'animatique avec les voix témoins avant de commencer vraiment à faire l'animation.
Ensuite, on a enregistré les comédiens pour avoir vraiment le bon temps, et on a donc mis les voix des comédiens dans l'animatique, et on a fait l'animation à partir de ça. Et puis c'est vrai qu'après, l'animation, elle n'était jamais exactement sur les temps précis de l'animatique. Des fois c'était un peu plus court, des fois c'était un peu plus long, parce que ça dépendait aussi de ce que faisaient les animateurs. Ils avaient cette part de liberté de dépasser un peu le temps que l'animatique leur indiquait. Donc là aussi, il a fallu, voilà, on a réajusté aussi à ce moment-là. Une fois les images faites, on a réajusté l'animatique avec la... Enfin, non, pas l'animatique, le film avec la musique en plus. C'est fait en plusieurs étapes. Bonsoir, bon, d'abord merci pour ce film magnifique. Merci. Et puis je voudrais revenir sur les problématiques de financement que vous avez évoquées. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment lié au fait que ce soit un film animé, la problématique du financement, parce que depuis 2005, bon, même si le temps de la conception, etc., mais quand même ça fait 17 ans, donc voilà. Donc 2006, disons. 2006, c'était vraiment le début, quoi. On va pas chipoter, ça fait quand même beaucoup d'années, quoi. Oui. Et parce que, vous êtes une réalisatrice connue quand même, et s'imaginer que ça puisse prendre autant de temps, c'est, voilà, est-ce que c'est à cause du fait que c'est un film animé? Je sais pas, il doit y avoir plein de raisons différentes. Oui, je pense que le fait que... je crois qu'il y a eu plein de raisons différentes. Moi, je pensais pas que j'allais avoir autant de mal à faire ce film, parce que justement, j'avais fait beaucoup de courts-métrages avant, au moins 7 ou 8, que ces courts-métrages, en plus, ils avaient été plutôt bien reçus. La plupart avaient été diffusés sur Arte. Arte avait fait un livre aussi avec l'ensemble de mes courts-métrages, donc je m'étais vraiment dit que quand j'arriverais avec un long-métrage, ça serait... Voilà, j'ai jamais pensé avoir autant de difficultés que ça. Alors les raisons, je sais pas, c'est compliqué. Je pense qu'effectivement, le fait que ce soit un film d'animation, ça joue. En plus, un film d'animation qui était un film tout public, je pense que ça joue aussi. Parce qu'à la limite, c'est peut-être plus facile maintenant d'avoir des films d'animation qui sont pour le grand, enfin pour le public, comment on dit, pas âgé, mais adulte. Pour le public adulte, il y en a, alors voilà, c'est un film d'animation adulte, et puis en ce moment, on aime beaucoup, en plus, quand c'est pour adultes, que ce soit qu'on raconte des histoires vraies, des témoignages, et puis l'animation sert à montrer les parties qu'on ne peut pas montrer autrement qu'en animation, enfin des choses comme ça. Voilà, c'était un peu le modèle Valse avec Bachir, ou bien Persépolis. Mais on m'a dit, il faudrait que ce soit plus comme Persépolis, mais bon, moi j'ai pas cette histoire-là, quoi. Donc les histoires que je raconte, c'est les miennes, c'est pas celles. Le tout public, ça questionne un petit peu. Enfin, est-ce que c'est pour... Voilà, on a eu beaucoup de réflexions comme ça. Est-ce que c'est pour les enfants? Est-ce que c'est pour les adultes? Et puis, je crois qu'au départ aussi, le film, il a été mal compris, parce qu'en 2006, en même temps, on a eu un prix du scénario à Angers en 2010, et on avait eu le CNC, et puis on n'a pas eu Arte, justement. Arte est rentré beaucoup plus tard sur la production. Et puis en fait, après, c'est compliqué, parce que quand on n'a pas Arte... Arte demande au film 50% de financement privé par rapport au public. Donc il y a un moment où effectivement on n'avait pas les financements privés et on ne pouvait pas avoir d'autres financements, par exemple sur les régions, parce que de toute façon c'était des financements privés. Et Arte c'est un financement privé, donc effectivement ça nous a un peu... Et à ce moment-là on perd le CNC. Enfin voilà, c'était plein d'aventures comme ça. Et je pense que... je pense qu'on m'a pas fait, je ne sais pas pourquoi, mais on m'a pas fait confiance peut-être sur ma capacité à faire un long métrage. Il y a des gens qui me disaient, voilà, les courts métrages c'est des feux d'artifice, mais ça dure 10 minutes, c'est bien, mais sur 1h20, qu'est-ce que ça va donner? Enfin voilà, je sais pas.
Enfin, plein de choses comme ça, quoi. Et le sujet, je pense que le sujet au départ a été mal compris, parce qu'on a voulu... voilà, il y avait des gens qui disaient oui, mais... Enfin, ils ont voulu y voir un peu une parabole de 39-40, alors qu'en fait, c'était pas ça non plus, c'était vraiment les migrations actuelles reliées aux migrations anciennes, ça n'avait rien à voir avec... Et je pense que le film, alors les choses se sont débloquées, et le film a été mieux compris, et nos émotions ont été mieux comprises aussi quand le sujet des migrations est vraiment venu au devant de la presse et de la scène, et c'était à peu près au moment où on a retrouvé le petit Dylan de 3 ans sur une plage, et où à ce moment-là, effectivement, la presse, enfin voilà, tout le monde en parlait, et je crois qu'à ce moment-là, le sujet a été mieux compris. Je dirais ça comme ça, mais c'est toujours difficile de donner des explications pourquoi ça n'a pas marché. Mais maintenant, c'est Ben, ça y est, il est là. Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps pour une dernière question, mais vous dire quelques mots. D'abord, merci. Vous dire que le pouvoir merveilleux de l'animation est présent à la traversée. Il ne sert pas uniquement, comme dans d'autres films d'animation historique, à combler des vides visuels. Voilà. Merci pour ça, et pour la finesse aussi de la narration que vous avez, on le rappelle, coécrit le film avec Marie Desplechin, comme vos précédents courts-métrages. Le film sort bientôt, il vous était présenté en avant-première, il sera à l'écran à partir du 29 septembre, donc vous pourrez le voir ici et ailleurs. Et un dernier mot, un peu en lien avec Montreuil, il me semble qu'après le prix que vous avez gagné à Angers, il y a eu une lecture du scénario qui est toujours disponible, enfin en tout cas je l'ai trouvé, lu par une comédienne montreuilloise, Ariane Ascari. Oui, absolument. C'est une version un peu plus longue de l'histoire, mais c'est assez merveilleux également. Voilà, vous pouvez le retrouver évidemment en podcast si vous voulez. Je crois que ça reste en post 4. Non, zut. Sur France Culture. Exactement. Podcast France Culture. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Et... Merci. Merci à toute l'équipe. Parce que je voudrais dire à quel point effectivement ça a été super d'avoir une équipe qui a toujours été là et qui s'est vraiment beaucoup donné sur le film, aussi bien les décoratrices, Charles, et après les animatrices. Ça, enfin, je dis, c'est toujours, il y a eu beaucoup de femmes, hein, mais c'est un autre sujet. et voilà, donc je les remercie beaucoup d'être là. Merci à toi de nous avoir fait confiance. Et puis je voulais juste dire aussi autre chose, c'est que voilà, l'animation c'est toujours difficile, et donc c'est bien d'en parler, parce que c'est aussi avec le bouche à oreille que ce genre de film fonctionne aussi. Voilà. Merci.